Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous allons explorer aujourd'hui un thème qui nous concerne tous, la transition du milieu de vie. On parle souvent de crise, de la quarantaine ou de la cinquantaine, mais beaucoup de préjugés négatifs circulent, car il s'agit avant tout d'une étape essentielle de notre existence, riche en promesses et en opportunités si l'on sait comment l'accueillir. Alors quel domaine de notre vie ce processus d'évolution touche-t-il ? Comment l'accompagner? Pourquoi la dimension spirituelle est-elle indispensable? Et quelles clés peut-elle nous proposer pour vivre au mieux ce moment délicat? Je vous propose de retrouver pour en parler notre invité, le docteur Christophe Fauré. Christophe Fauré, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages consacrés pour la plupart aux ruptures de vie, on pourrait dire ça. Et votre éditeur Albin Michel vient de ressortir une version enrichie de votre livre « Maintenant ou jamais ». Alors, maintenant ou jamais, c'est quoi? Est-ce que c'est, comme le sous-titre l'indique, après 40 ans? Après 40 ans, en fait, ça décrit une période de transition naturelle qui concerne les hommes et les femmes, vraiment complètement naturelle, entre la première moitié de vie et la deuxième moitié de vie. Et cette charnière est caractérisée par un temps d'insécurité, de vulnérabilité intérieure, alors que peut-être l'extérieur, tout semble bien fonctionner dans sa vie professionnelle, affective, autre, mais on ressent quelque chose un espèce de malaise, parfois même une tonalité un peu dépressive, où on se dit, mais est-ce que je vis vraiment la vie que je veux vivre? Est-ce que je suis vraiment aligné avec la personne que je veux être vraiment authentiquement à l'intérieur? Donc c'est vraiment une question sur le sens de sa vie. Exactement, c'est une question sur le sens et on parle parfois de crise de la quarantaine, de la cinquantaine. En fait, c'est seulement 8% des gens en fait qui traversent cette crise où vraiment tout vole en éclats. Pour l'immense majorité d'entre nous, c'est un processus naturel, pas forcément facile, avec vraiment qu'on doit frotte. Ça frotte, exactement, ça frotte. Mais c'est un temps absolument nécessaire où on sort de ce que Carl Jung appelait la persona. La persona, c'est un masque que les acteurs portaient dans l'Antiquité pour désigner quelle personne ils étaient. Or, dans la première moitié de notre vie, on crée un masque, souvent en réponse aux demandes de la société, de nos parents, de notre éducation, et on s'identifie à ce masque. Dans la transition du milieu de vie, ce masque devient un carcan, devient trop étroit, et on sent qu'on a besoin de mettre bas le masque pour construire quelque chose qui est plus authentique par rapport à ce qu'on sent véritablement être à l'intérieur de soi. Et alors j'imagine que ça touche tous les domaines de notre vie. Exactement. Et c'est la caractéristique. Tout arrive en même temps. Le corps change, 45-55, le corps change, ça c'est sûr. Il y a vraiment une remise en question, pas forcément en profondeur, mais quelque chose au niveau de la vie de couple. Au niveau de la carrière professionnelle, on dit « Ok, j'étais peut-être dans une avancée professionnelle, mais maintenant, quel est le sens de ça? Où est-ce que je vais? Est-ce que je suis toujours à l'aise là-dedans ?» Le rapport aux enfants change parce qu'ils grandissent et on doit changer son rôle de parent. Ils quittent parfois la maison, dont on doit ajuster le rapport avec eux. Le rapport aux parents change parce que souvent ils deviennent plus âgés, parfois dépendants, où on se retrouve à devenir le parent de ses parents. Et aussi la vie intérieure et spirituelle, où on se dit « Mais tout ça pour ça, c'est quoi le sens de ma vie ?» Donc quand il y a ces 6 secteurs qui sont en mutation en même temps, on comprend qu'il y a un temps un petit peu de tangage et de transition, soit assez souple, soit parfois assez problématique à vivre. Mais dans tous les cas, il faut l'accueillir, cette opportunité. Comme on n'a pas le choix d'accueillir le temps de transition de l'adolescence, on n'a pas le choix d'accueillir ce temps de transition. Mais il est capital de connaître, de savoir qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et plus on connaît le processus, plus on peut y faire face avec intelligence et avec sagesse. Alors tout à l'heure, vous évoquiez cette histoire, la persona, ce masque grec. Oui. Il y a aussi ce double mouvement dont vous parlez dans votre livre, donc de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça? Exactement, tout à fait. Pendant la première moitié de notre vie, on est vraiment tourné vers l'extérieur, vers comment je peux exister dans le monde en fonction de ce qu'on attend de moi. Donc on va s'ajuster beaucoup en fonction des attentes extérieures, l'éducation des parents et tout, pour devenir ce qu'on croit devoir être pour être aimé et avoir sa place dans le monde. Donc un mouvement très sur l'extérieur. Et dans cette transition de milieu de vie, de façon complètement naturelle, le mouvement s'inverse et il y a un retour sur soi où on se dit mais
qui je suis véritablement, c'est quoi le vrai moi authentique. Donc c'est un temps où il faut vraiment prendre le temps de se poser pour revenir à l'intérieur, pour pouvoir, et parce que c'est pas un mouvement égocentré, centré sur soi, une fois qu'on a trouvé une assise plus solide, plus fiable, plus en phase avec qui on est maintenant, on peut s'appuyer sur ça pour se réouvrir au monde un peu différemment, avec peut-être d'autres valeurs, notre vision, d'autres priorités. Donc c'est un mouvement extérieur pour exister, un mouvement de repli intérieur pour pouvoir accueillir le monde de façon différente. Et alors, vous insistez dans votre livre sur le fait qu'il faut prendre son temps. Exact. C'est intéressant, hein, qu'on doit pas faire les choses sur un coup de tête. C'est indispensable. C'est un processus qui est long, hein, qui prend plusieurs années. Vraiment, c'est indispensable. Soit on peut le vivre en totale inconscience. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Il est traversé de toute façon. Soit on peut prendre le temps de faire une espèce d'audit tranquille de son existence en disant, mais qu'est-ce qui a besoin de changer? Qu'est-ce qui a besoin d'évoluer? Où est-ce que je ne suis plus en phase dans différents secteurs de ma vie? Mais il faut se poser pour cela et mettre un peu une réflexion, peut-être partager avec les proches, avec son conjoint, avec ses enfants, ses amis, pour dire, mais je sens quelque chose en moi qui a besoin de bouger. Peux-tu m'aider à discriminer qu'est-ce que c'est exactement que j'ai besoin de faire évoluer dans mon existence? Ça, c'est vraiment la tonalité de cette transition du milieu de la vie. Alors, vous l'avez souligné, c'est pas toujours évident, Christophe Fauré. Non. Quelles sont les principales résistances à ce changement? La résistance principale, c'est la résistance au changement, justement. Ah oui. C'est vraiment... Donc c'est la peur, en fait. Voilà, c'est la peur. On est obligé de sortir de sa zone de confort. On se rend compte aussi une notion très bouddhiste d'impermanence, de tout ce qu'on croyait qui était solide, fiable et tout, en fait, n'est pas aussi solide et fiable qu'on croyait. Et donc, vraiment, la peur d'accueillir l'inconnu. Or, le connu, on le connaît, et c'est pas forcément source maintenant de bienfaits ou d'accomplissement. Et donc, c'est principalement ça, c'est la peur de franchir le pas, mais plus on le franchit en connaissance de cause, parce qu'on connaît le processus, plus plus c'est souple et harmonieux. En même temps, en vous écoutant, on se dit aussi que c'est bien de se faire accompagner, notamment par un thérapeute. Pas forcément. Non, comme c'est universel, tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné. Mais c'est vrai que si vraiment il y a des zones qui frottent vraiment, soit dans son couple, dans le professionnel ou à d'autres aspects de sa vie, là, véritablement, c'est utile de se faire accompagner. Mais peut-être pas forcément un psy, mais un ami ou une amie de cœur avec qui vraiment on peut se mettre à nu, parce qu'on met des zones de son être qui sont parfois, qu'on n'ose pas montrer. Par exemple, si on est un chef d'entreprise très fort et qu'on est se sent fragile à l'intérieur, ben on ne va pas se confier à tout le monde parce qu'on craint du jugement extérieur, alors qu'on doit se montrer très fort, alors que dedans on se sent un peu fragilisé. Alors, c'est aussi une période où on fait des deuils, forcément, puisqu'on change. Par définition. Voilà. Par définition, c'est vraiment renoncer ou faire le deuil de cette personne qu'on croyait être et qui finalement, ça peut-être fonctionnait bien pendant la première moitié de la vie, mais qui maintenant, à cette transition-là, on se dit mais c'est plus tout à fait ça, et on se rend compte qu'il y a des choses à laquelle on doit renoncer. Un exemple très clair pour les femmes, c'est vraiment renoncer progressivement à devenir, à avoir la capacité de devenir mère. C'est un vrai renoncement. C'est renoncer, par exemple, au niveau des enfants, renoncer à être le parent qu'on a toujours été, toujours présent et tout, mais il a 17 ans, 20 ans, et dit « Ok, t'es gentille, maman, mais je veux vivre mon existence. » Donc, ajuster sa posture. Et il y a des choses qui nous définissaient aussi, quand on parle de deuil, c'est aussi laisser renoncer des choses qui nous définissaient en tant que personne. Et donc, on est un peu dans une perte subtile d'identité qui est justement un des piliers du deuil. On perd le connu pour aller vers l'inconnu. Mais ces deuils sont absolument nécessaires. Ils sont source de croissance. Vouloir s'arc-bouter sur ce qui n'est plus, ou ce qui est en train de ne plus être, c'est vraiment la porte ouverte à une souffrance et une tension complètement inutile et illusoire dans ce contexte. Alors, en vous écoutant, on voit que le lâcher-prise est vraiment essentiel. Et alors, dans votre livre, vous revenez à la fin sur deux aspects qui sont vraiment cruciaux. C'est enrichir sa vie, justement, pour ouvrir une nouvelle trajectoire, mais aussi s'entourer de spiritualité, vivre sa spiritualité. Exactement. Racontez-nous, donnez-nous des clés, justement. Alors, Carl Jung a
a vraiment très clairement identifié dans ce processus d'individuation que vraiment, il était essentiellement spirituel, en fait. Parce qu'au bout du compte, même si des changements sont nécessaires, des ajustements sont nécessaires par rapport à son corps, par rapport à sa vie professionnelle, vie affective, etc., il y a quand même une question de fond sur quel sens je donne, quelle direction je donne à mon existence maintenant pour que je sois beaucoup plus en phase avec moi-même. Et là, pour reprendre les enseignements du Bouddha, il y a 3 axes. Hein. C'est vraiment comment, dans tous les secteurs de ma vie, je peux générer des actes qui sont bénéfiques pour moi-même et pour autrui. Comment, dans tous les secteurs de ma vie, je peux générer des actes qui sont le moins négatifs possible, le moins douloureux ou délétères pour moi-même et pour les autres. Et le 3e acte qu'il a enseigné, c'est la méditation, à savoir, je pose l'esprit, je regarde en conscience l'état des lieux de ma vie, et je me rends compte en fait que le cœur du cœur battant de ce processus, c'est ce qu'on appelle le moi, mais le soi, comme il désigne plus, qui est vraiment l'essence de son être. Et si on va plus loin dans l'approche bouddhiste, c'est reconnaître sa nature de Bouddha. Mais c'est vraiment un processus qui est pas aussi explicite que ça dans le processus d'individuation, mais qui demande vraiment de se poser, de lire, de méditer, de vraiment regarder à l'intérieur. Et là, on trouve les clés. Les clés sont donc actes bénéfiques, éviter les actes négatifs, et vraiment la méditation qui est incontournable. Pas forcément une méditation formelle, mais un temps de pause où on regarde et on rechoisit sa vie. Et en fait, le cœur du processus, c'est se réapproprier sa liberté à exister au monde. C'est vraiment le cœur du processus, la liberté d'être, quelles que soient les circonstances limitantes de notre existence, hein, qui sont toujours là, mais vraiment une liberté intérieure presque indépendante des circonstances extérieures. Donc s'autoriser aussi Exactement. beaucoup de choses, et notamment une certaine créativité. Ça, c'est vraiment justement d'enrichir sa vie. Exactement. Ouais. Créativité, curiosité, parce qu'il y a ces idées préconçues. Après 50 ans, tout est fini, tout se ferme. Non, il faut aller à l'encontre de ça, parce que c'est faux déjà. Développer une curiosité, ouvrir les portes, dire oui le plus possible, la politique du oui, explorer ce qu'on n'avait pas pu explorer jusqu'à maintenant. S'il y a des choses qui sont bonnes et bien dans sa vie, on continue. S'il y a des choses qui sont bien mais qu'on doit ajuster, on ajuste. S'il y a des choses qu'on constate qui ne sont plus qui ne fonctionnent plus, on arrête. S'il y a des choses qui n'ont pas existé dans sa vie, on les initie. Donc, on continue, on ajuste, on arrête, on initie. Donc, vous mettez ces 4 axes de changement appliqués aux 6 domaines de l'existence, le corps, la vie affective, la vie professionnelle, la relation aux enfants, aux parents et la vie spirituelle, ben ça fait 4 x 6, 24, 24 options de vie où on se dit, mais dans tout ça, qu'est-ce que je pourrais choisir comme 5 ou 6 directions à travailler en profondeur? Et là, on a une transition consciente et intelligente. Et vraiment, il n'y a pas de crise du tout. Et vraiment, la deuxième moitié de vie sera enrichie de cette réflexion. Donc, on a tout intérêt à l'aborder de cette manière-là. Merci infiniment, Christophe Fauré, d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour ce livre qui est vraiment très, très, très utile. Merci. Merci. Avant de nous quitter, si vous souhaitez approfondir ce thème passionnant, je vous rappelle le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Maintenant ou jamais, la vie commence après 40 ans chez Albin Michel. Christophe Fauré aborde ici tous les domaines concernés par cette période charnière en nous offrant des clés très concrètes pour accompagner cette transition. De Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, 3 amis en quête de sagesse, publié par l'Iconoclaste et Alary Éditions. De Lama Yeshe Losal Rinpoché, Le petit rien qui change tout, conseil d'un lama tibétain pour une vie meilleure, publié aux éditions Claire Lumière. Et enfin, je vous signale la sortie du numéro d'automne de Sagesse bouddhiste Le Mag, qui aborde le thème de la non-violence par le biais de la réflexion profonde de grands maîtres de nombreuses traditions bouddhistes. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite et nous vous souhaitons d'ici là une très, très belle journée.